Bonjour et bienvenue au mardi scientifique d'aujourd'hui. Nous avons Dr Dubreuc qui va nous présenter en fait sur l'implication des familles dans le traitement des patients avec un trouble lié à une substance. Dr Dubreuc, en fait, est un médecin psychiatre au CHUM et professeur agrégé à l'Université de Montréal. Il travaille avec une clientèle souffrant de troubles concomitants depuis 2014 et le chef de service de psychiatrie des toxicomanies du CHUM depuis 2017. Il est impliqué dans le transfert des connaissances, entre autres via le télémentorat ECHO, CHUM, troubles concomitants et l'enseignement aux résidents et aux externes. Donc, merci encore, Dr Dubreuc. La place est à vous. Merci à tous, merci pour l'invitation. Puis c'est un sujet différent sur lequel j'avais moins l'habitude de présenter, donc j'espère là, que ça vous conviendra. Puis on va s'assurer d'avoir une petite période là, d'échange puis de questions là, à la fin. Normalement, oui, parfait. Donc j'ai pas de conflit d'intérêt là, pour cette présentation. Puis, je vais juste au niveau des objectifs, l'idée, c'est de réviser un peu les données là, qui existent sur l'implication des familles dans le traitement des troubles d'usage, discuter des principales interventions là, qui peuvent être offertes aux familles, puis de voir, parce que des fois dans la recherche, c'est des choses un petit peu plus manualisées, un peu plus structurées, ce qui n'est pas toujours évident là, de faire dans la pratique quotidienne. Donc, d'explorer un peu les adaptations possibles dans la pratique clinique au quotidien. Puis là-dessus, moi, j'ai rajouté certains, je dirais, trucs et astuces que j'utilise en espérant que ça peut vous être utile. Quand on parle de famille, pour la présentation, là, c'est famille au sens large, là. Donc, dans le fond, c'est tous les proches, toutes les personnes là, qui sont impliquées de près là, dans la vie de la personne. Donc, oui, ça peut être la famille au sens parents, enfants, cousins, partenaires conjoints, mais aussi toute autre personne là, significative, les amis. Des fois, des fois, c'est des gens qui offrent du soutien ou qui prennent soin là, de la personne. Au niveau des impacts des troubles d'usage sur les familles, puis c'est une des raisons pour lesquelles on a la réflexion là, de ce qu'il faut les impliquer. Les familles en tant que telles sont un peu des fois des victimes collatérales là, des gens qui ont un trouble d'usage. Donc, les études qui regardent ce que les gens qui ont un proche qui a un trouble d'usage on note une augmentation là, des problèmes de santé physique, de santé mentale chez les membres de la famille de la personne qui est affectée. Il y a une augmentation des ruptures de relations, des conflits interpersonnels, des tensions. Il y a une augmentation là, du risque de violence conjugale, familiale, qui est bidirectionnelle. Donc, les gens qui consomment, on est souvent familier avec le fait qu'ils ont plus de risques de commettre des actes violents, mais ils ont aussi plus de risques d'être victimes d'actes de violence au sein de leur famille. Plus de difficultés financières, diminution du bien-être, de la qualité de vie. Puis il y a certaines populations plus spécifiques qui sont particulièrement touchées. Donc, il semble y avoir plus d'impact chez les femmes qui ont un proche qui a des enjeux de consommation, plus d'impact chez les proches qui ont un faible niveau socio-économique. Puis, même si on va moins rentrer dans le détail là, de ce côté-là, mais bien sûr, beaucoup d'impact sur les enfants, dont une augmentation des risques d'abus, de négligence, des risques pour leur santé, des risques de blessures, de retard de développement. Euh, les approches au niveau des familles, si on regarde les différents guides de pratique canadiens sur les troubles d'usage, donc que ce soit le guide du trouble d'usage pour l'alcool ou pour les opioïdes, il y a une petite portion qui n'est pas extrêmement détaillée, mais qui va toucher sur ce qu'on devrait faire auprès des familles, puis qui rentre un peu là, ces approches dans le counseling ou le case management là, qui est déjà offert aux patients. Ils vont suggérer d'impliquer les membres de la famille, puis d'encourager à leur donner autant d'informations que possible sur les options de traitement, mais en mettant plusieurs bémols, donc de s'assurer avant que le patient considère que sa famille pourrait être un élément positif, de bien sûr respecter la limite de la confidentialité, de respecter là, le souhait des patients qui voudraient ne pas impliquer leur famille. Puis ils font un petit aparté pour dire que, par contre, surtout chez la clientèle jeune, 25 ans et moins,
qu'il faut peut-être être un peu plus insistant, puis moins prendre le ça me tente pas trop que vous parliez avec votre famille du début, puis de retourner un peu plus à la charge pour ça. Puis mettre un gros astérix sur les situations à risque de violence. Donc, peut-être que si on a quelqu'un qu'on suspecte qui est victime de violence, on veut peut-être moins impliquer la famille pour qu'elle ait tous les détails sur le processus de rechute et de pas rendre, d'augmenter là, le risque que la personne soit victime de violence. Donc, ils disent pas, ils se mouillent pas sur comment gérer ces situations-là, mais ils mettent un petit astérix que ça pourrait être une raison de moins impliquer là, cette famille. Sur le type d'intervention à offrir aux familles, il liste un peu ce pourquoi il y a des données, mais sans vraiment se mouiller sur qu'est-ce qui devrait être offert. Les deux seuls points sur lesquels ils se mouillent, c'est d'expliquer aux proches c'est quoi les options de traitement, donc c'est quoi le menu des options qui existent. Puis au niveau de la réduction des méfaits, ils vont se mouiller que ça serait bien que les proches aient aussi l'enseignement par rapport à la naloxone plus spécifiquement. Mais sinon, c'est oui, il faut impliquer les proches quand c'est possible, mais sans trop dire qu'est-ce qu'il faut faire. Ils vont quand même le rentrer dans leurs principes de base, donc dans le guide canadien là, sur le trouble d'usage d'alcool, autant avec d'autres éléments là, qui sont listés, là, la famille, puis le cercle social, puis l'implication font partie là, des principes de base là, du traitement. Je vous ai mis deux articles là, de revue dont beaucoup des données scientifiques là, que je vais vous présenter sont ressorties. Donc, s'il y en a qui veulent aller un peu plus loin, là, je vous les ai mis. Au niveau des interventions familiales, il y a une évolution, je dirais, historique. Donc, à la base, quand les premières, dans les années 80-90, quand les premières études là, qu'on a, ils regardaient beaucoup c'était quoi l'impact sur le patient en tant que tel. Donc, la famille avait tendance à être vue comme une partie du problème, des fois avec un aspect quand même stigmatisant, puis en disant, ben, s'ils font partie du problème, ils peuvent peut-être faire partie aussi de la solution. Et la vision dans laquelle les familles étaient rencontrées, c'était beaucoup pour aider le patient, la personne que le clinicien a devant elle. On va voir là, dans les prochaines slides qu'il y a eu quand même une évolution là, au niveau de la recherche là-dessus. Puis c'est quand même un aspect, même chez moi, je dirais, ça a suscité quand même une réflexion. Là. C'est quand même vrai que dans la plupart des rencontres familiales, j'avais surtout l'optique, qu'est-ce que ça va apporter aux patients qu'on a devant nous. Donc, peut-être garder en tête, puis dans les discussions là, qui suivent, ça pourra être quelque chose à rediscuter. Comme le but était d'aider la personne, puis qu'à ce moment-là, beaucoup des études visaient la réduction ou l'abstinence aux substances, mais c'est ça qui a été étudié. Donc, les interventions familiales visaient des stratégies pour soutenir et inciter la personne qui consomme des substances à réduire ou à cesser. Puis on se disait, ben oui, probablement que ça peut aider la famille, mais c'était pas vu comme nécessairement un objectif. C'était un peu un effet collatéral que si le patient, la personne qui consomme va mieux, la famille va mieux aller. Et dans les études, c'était moins étudié directement l'impact sur la famille spécifiquement. C'était plus sur le patient que c'était étudié. Donc, au niveau des exemples d'intervention, il y a le CRAFT, le Community Reinforcement and Family Training. On va en reparler un petit peu plus parce que c'est une des approches là, sur lesquelles il y a le plus de données. Puis, il y avait des interventions comportementales de couple, notamment Pressure to Change, qui date des années 90. Juste le terme maintenant vieillit mal, hein, donc si on pense à toutes les interventions motivationnelles, tout ça, là, de mettre de la pression, mais c'était grosso modo un coaching comportemental aux partenaires pour essayer d'augmenter l'implication dans des activités où la personne ne peut pas consommer, puis essayer d'éviter tout ce qui est comportement qui peut aider la personne à consommer ou à diminuer les conséquences de la consommation, puis d'essayer de négocier un contrat pour que la personne ait des périodes où elle consomme moins, où il y a de l'abstinence. C'est sur ces types d'approches qu'on a le plus de données. Puis, il y a quand même un certain,
résultat. Donc, ça augmente effectivement là, l'implication du patient en traitement. Donc, ça augmente les chances que la personne initie un traitement en tant que tel. Ça, c'est la partie pour laquelle il y a le plus de données. Puis, les données sont un peu plus variables pour est-ce que ça permet de réduire la consommation de la personne ou la consommation, que ce soit d'alcool ou de drogue. Mais c'est déjà une porte d'entrée là, vers le traitement en tant que tel. Au niveau des types d'interventions dans l'évolution dans le temps, comme je mentionnais, c'est passé de la famille comme un facilitateur de traitement à une question de est-ce que la famille a elle-même besoin de ses propres interventions de soutien, puis que c'est pas uniquement là, pour améliorer les soins de la personne qui souffre du trouble d'usage, mais que ça pourrait peut-être être des interventions qui ciblent la famille elle-même pour aider la souffrance qu'ils ont. Puis donc, dans la recherche, il rapporte trois types d'interventions. Il y a les interventions que j'ai présentées initialement là, de la famille pour favoriser l'engagement du patient. Il y a un mode un peu hybride qui, je pense, est très proche de ce qu'on fait en général en clinique. Il y a un soutien de la famille conjointement avec le traitement du patient. Donc, dans un contexte où c'est le patient, la personne qui a le trouble d'usage qui va chercher des soins, la famille est impliquée pour aider le patient puis soutenir la famille en même temps. Je pense, en tout cas, pour ma pratique, c'est ce qui est représenté le plus qu'on essaye de faire. Et finalement, ben, le questionnement, mais c'est pas tout facilement à faire, est-ce que la famille en elle-même devrait avoir besoin d'intervention pour elle? Eux, ils vont utiliser le côté de plein droit, là, donc qu'elle a elle-même le droit d'avoir des soins de par le vécu avec la personne là, qui a le trouble du sage. Il y a des modèles là, qui ont été développés, dont le modèle Stress Strain Coping Support Model, pour expliquer un peu de où ça venait cette idée-là d'offrir là, des soins spécifiquement aux familles. Puis l'idée, c'est de voir le trouble d'usage d'un proche comme un stresseur chronique, dépendamment de la littérature, donc il parle de stresseur chronique, d'autres même des fois de vécu un peu traumatique, dépendamment de ce que ça apporte, et qui crée donc des tensions chroniques, puis que pour faire face à ce stresseur chronique, ces tensions chroniques, il y a des difficultés d'adaptation, puis ça entraîne des conséquences négatives. Là, je ne suis pas rentré dans le détail de ce modèle-là, mais il y a différents types d'adaptation de la famille. Puis, le type d'adaptation qu'on voit quand même souvent en clinique et qui est le plus associé aux symptômes dépressifs, de désespoir, c'est le type qui nomme tolérante inactive, où il y a d'un côté une acceptation, puis parfois même un soutien de l'usage de la personne, et en même temps, ben, le proche fait plein de sacrifices pour essayer de garder un équilibre dans la famille et pour soutenir la personne qui consomme. Puis, on a souvent dans ces situations-là des proches qui semblent plus souffrants que le patient qu'on a devant nous. Euh, donc, moi, c'est une image qui me marquait quand même parce qu'on le voit souvent en clinique. Ce stress chronique ben, va entraîner une série là, d'impacts négatifs sur l'environnement familial qui augmente les symptômes d'anxiété, de désespoir, de dépression, parfois même de la peur, là, notamment quand il y a tous les éléments là, de risque de violence. Euh, Puis l'hypothèse, ben, c'est qu'en offrant du soutien et certaines stratégies d'adaptation alternatives, stratégie d'adaptation, c'est ma traduction libre de coping, là, je sais pas, mais donc c'est dans ce côté-là, ben, pourrait limiter l'impact négatif. Donc, on regarde le résultat plus sur les interventions familiales qui ciblent la famille eux-mêmes. Ben, ces interventions-là peuvent entraîner une diminution des symptômes dépressifs chez les proches, et une diminution de la détresse de la personne qui reçoit l'intervention, donc s'il y a un membre de la famille qui la reçoit, mais aussi sur l'entièreté de la famille aussi, au-delà de qui reçoit là, le soin. Puis une amélioration du fonctionnement, puis une amélioration des stratégies d'adaptation de coping de la famille. Puis les données, il y en a autant pour les interventions de groupe que pour les interventions en individuel. Là, quand on regarde les études, puis bon, ce que j'ai présenté, c'était des revues systématiques et puis une méta-analyse, c'est extrêmement varié, le type d'approche qu'il peut y avoir. Donc, il y a
des thérapies de couple, des thérapies familiales qui sont souvent inspirées là, de la TCC, de thérapies plus comportementales. Il y a des thérapies familiales plus systémiques, là, notamment qui utilisent le modèle de Milan avec essayer de rechercher la fonction que peut avoir le patient qui a le trouble d'usage dans la famille pour garder le même statut de la famille. Pour là. Il y a des interventions psychosociales un peu non spécifiques qui ciblent un individu spécifiquement de la famille. Puis, ben, il y a toute une série d'interventions plus pour les parents-enfants qui ont des enfants mineurs qui sont plus en pédopsychiatrie. Puis donc, dans les exemples des études que j'ai nommées, ben, les données vont aller vers des adaptations du craft où, avec le temps, il y a quand même un objectif qui s'est rajouté sur améliorer la qualité, le bien-être des proches en tant que tel. Une approche qui parle des 5 steps qu'on va parler aussi, puis les 12 étapes à l'ANON, qui est le mouvement 12 étapes comme les AA, NA, mais pour les proches en tant que tel. Si on parle donc de ces 3 approches, il y en a d'autres, c'est juste qu'on ne pouvait pas décrire, je ne peux pas décrire toutes les approches, mais ça donne un éventail quand même plus large. Donc, le Community Reinforcement and Family Training, qui est d'inspiration plus thérapie comportementale, ça a initialement pour but d'augmenter la motivation, l'engagement du proche à participer au traitement et aussi d'améliorer la qualité de vie puis de soutenir les membres de la famille. Donc maintenant, c'est cet objectif-là qu'ils mettent en premier. Donc, il va y avoir des rencontres là, avec le proche pour essayer de voir c'est quoi l'impact sur sa qualité de vie puis comment est-ce qu'on peut le soutenir le mieux possible. Dans un deuxième temps, on va essayer de regarder c'est quoi les comportements du proche qui peuvent involontairement renforcer la consommation. Puis ça, je dirais, on peut le transposer à nous-mêmes. Donc, en général, vous pouvez penser peut-être à un exemple qui vous est arrivé ou à un proche ou à un ami. S'il y a quelqu'un qui est intoxiqué, qui semble en détresse, le réflexe, c'est d'aller lui donner de l'aide, de gérer l'intoxication. Puis le lendemain, quand il a dormi sur votre sofa, là, quand il se réveille et qu'il n'est plus intoxiqué, on lui passe un savon, puis on lui dit que ça n'avait pas d'allure, ce qu'il a fait, puis tout ça. Ce qui est très humain, ce qui est très normal, mais lorsque c'est fait de façon répétitive, au niveau comportemental, ce que ça fait, c'est quand je suis intoxiqué, que je consomme, finalement, j'ai plein de soutien. Puis, dès que j'ai des petites périodes où j'essaye de ne pas consommer tout ça, là, j'ai plein d'expériences négatives qui viennent. Parallèlement à essayer d'éviter ces renforcements involontaires, ça va être d'essayer d'augmenter la récompense lorsque les gens n'utilisent pas la substance ou utilisent moins ou un comportement plus souhaité. Donc, de peut-être se retenir quand la personne sort de thérapie, de régler tous ses problèmes et puis de verbaliser sur ce qu'on apprécie du moment qu'on passe avec lui, d'essayer de faire une activité plaisante avec, puis donc de venir un peu faire compétition à la substance, donc que le côté relationnel et de la communauté, de la famille viennent être un incitatif à changer le comportement. Puis ils vont parler des conséquences naturelles, puis ça c'est quelque chose qui revient quand même souvent, c'est d'essayer de se dire plutôt que de punir la personne, donc de faire un geste négatif en réaction à la consommation ou à un comportement inapproprié, de plus laisser la personne vivre des conséquences naturelles, donc de ne pas venir compenser, mais de ne pas non plus rajouter une couche de punition en tant que telle. Puis le fait de faire ça, l'idée c'est d'engager l'individu à s'engager dans le traitement. Puis là, il y a un coaching auprès de la famille, auprès des proches pour leur parler du timing. Donc, il faut choisir ses timings et c'est pas tout le temps des fenêtres d'opportunité. Donc, de redire à chaque fois que la personne se lève, vas-tu aller consulter, vas-tu aller consulter, vas-tu aller consulter, ça fonctionne pas. Mais il y a peut-être des moments où c'est possible de le faire et puis que c'est important de choisir ces moments-là, puis de cibler c'est quoi les leviers motivationnels, c'est quoi qui est important pour la personne. Donc, le craft qui était initialement vraiment ce qui est visé à, par la famille, aider la personne qui a un trouble d'usage.
De l'autre côté, il y a le Five Steps Methods qui vient du modèle de Stress Train Coping Support Model que j'ai présenté tout à l'heure et qui est assez simple en fait. Là, c'est 5 étapes assez de base, je pense, dont on peut facilement s'inspirer, qui part vraiment de regarder plus c'est quoi le problème de la famille, c'est quoi qui est dérangeant pour l'individu, le proche en tant que tel, pas pour le patient en tant que tel. Une fois qu'on l'a écouté et qu'on l'a laissé nous décrire la situation, ben, s'il y a de l'information à lui transmettre, des questions, on offre l'information, les questions là-dessus. Puis après ça, ben, on cherche pour lui, ça serait quoi les meilleures stratégies d'adaptation pour répondre à ces situations qui l'affectent, qui le dérangent. Et comment est-ce qu'on fait pour, une fois qu'il est sorti de notre bureau, augmenter son soutien social. Donc, éviter que la personne soit isolée dans une diade, par exemple, avec la personne qui a le trouble d'usage ou dans sa famille. Donc, d'explorer où il peut avoir plus de soutien, c'est quoi les ressources, c'est quoi l'aide qui est disponible par la suite. Donc, c'est quelque chose d'assez simple qui a été structuré là, pour la recherche, mais dont on peut facilement s'inspirer là, dans le travail au quotidien. Puis les 12 étapes Aladon, donc qui est un réseau de soutien qui est vraiment basé plus sur la transmission des expériences des autres. Donc, c'est de pouvoir rencontrer d'autres membres de famille, donc d'autres proches qui ont eu des proches qui consommaient, dont certains, les proches vont s'être améliorés, d'autres pas, pour permettre qu'il y ait un échange, un partage au niveau de l'espoir et que par les expériences des autres, les gens puissent modifier un peu les comportements qui aggravent le trouble d'usage. C'est verbalisé de façon moins structurée que dans le craft, mais il y a quand même des liens communs de ce côté-là. Puis souvent, le gros avantage de tout ce qui est 12 étapes, que ce soit à l'annonce ou autre, ben, c'est que c'est gratuit, c'est accessible. La personne peut se trouver une rencontre souvent le soir même ou le lendemain. Là. Donc, c'est quelque chose où il n'y a pas de liste d'attente, il n'y a pas de délai, ce qui est un outil assez bien à avoir dans sa poche. Puis ils ont plusieurs slogans. Je vous ai mis leur site là, si vous voulez aller. Là, je ne vous ai pas tous listés, mais qui des fois peuvent aider. Donc, il y a le fameux un jour à la fois là, qui est la même chose que dans les groupes AA, NA. Mais un autre que j'aime bien, là, c'est se hâter lentement. Il y avait, moi, ceux qui ont connu Francine Morin à Notre-Dame, qui était une de mes patronnes, elle disait une version un peu longue qui était Nous sommes pressés, allons lentement. Mais c'est bien des fois de se le rappeler, et pour nous, mais aussi pour les familles. Puis de s'assurer d'éviter de compliquer les choses aussi. Donc, des principes de base, mais qui vont aider dans certaines situations de crise. Donc, je voulais éviter de présenter plein d'approches assez structurées ou qui ont besoin de formation spécifique et puis que là, finalement, ça apporte pas beaucoup sur qu'est-ce que je fais au quotidien dans la pratique. Donc, le deuxième volet de la présentation, c'est vraiment pour essayer de regarder, ben, c'est quoi les applications qu'on peut en tirer en pratique clinique. C'est sûr que ça ne sera pas complètement exhaustif. Donc, j'ai essayé de mettre les choses que je trouvais clés. Puis c'est pour ça qu'à la fin, si on a une paire de questions, s'il y a d'autres problématiques auxquelles vous pensez qui ne faisaient pas partie, ben, on pourra partager puis discuter là, de ces éléments. Au niveau cas clinique, moi, je vous invite surtout, j'ai mis des situations standards, je dirais, mais à peut-être vous présenter, réfléchir à certaines rencontres familiales que vous avez peut-être trouvées plus difficiles ou que vous ne saviez pas par quelle langue prendre. Je vous ai mis 2 cas qu'on peut souvent voir. Là. Donc, une personne qui souffre de psychose, qui a un trouble d'usage, cannabis stimulant, qui est hospitalisée à répétition, puis une rencontre familiale pendant l'hospitalisation là, pour faire le point ou une rencontre en clinique externe avec une famille pour une personne qui a un trouble de personnalité, un trouble anxieux, puis un trouble d'usage d'alcool. Donc, des situations assez larges pour que vous puissiez y penser, puis vous pouvez penser à une autre situation. Les différentes approches que je vous ai présentées, bien, comme dans toutes les approches psychosociales ou même psychothérapeutiques, il y a souvent plusieurs points communs. Donc, j'ai essayé de vous ressortir ces points communs-là. Donc, il y a presque toujours un volet éducation psychologique, mais spécifique à la famille en tant que telle. Donc, on le fait souvent avec les patients, mais des fois, on n'a pas le réflexe de faire à la famille. Il y a toujours un volet soutien, validation de l'expérience et de la souffrance. Pareil qu'on fait très souvent avec les proches, mais des fois qu'on oublie un peu de le faire avec la famille. Tout ce qui est importance de prendre soin de soi, le self-care, toujours du volet où on se met dans l'optique des proches. Pour tout ce qui est groupe, il y a le soutien mutuel qui est là. Il y a de travailler sur les stratégies d'adaptation, les stratégies de coping.
et d'essayer de voir comment on peut favoriser les changements de comportement chez la famille et chez le patient en tant que tel. Puis dans les outils pratiques, il y a des outils qui touchent plus la façon de communiquer avec notre proche, puis des stratégies là, de résolution de problèmes. Puis bien sûr, ça ressort moins dans les approches, c'est moi qui l'ai rajouté, mais il y a toujours, avec nos patients qui ont des troubles concomitants, les enjeux de sécurité pour la famille, pour la personne qui a un TU, qui va venir des fois changer ce qu'on fait. Donc, on ne gérera pas quelqu'un qui a un trouble psychotique extrêmement sévère, puis qui a une dangerosité associée à la consommation très grande. On n'aura pas la même gestion que la personne qui a justement un trouble anxieux, des enjeux de personnalité, puis qui consomme de l'alcool. Quand on parle d'éducation psychologique, de validation, c'est assez large. J'ai mis volontairement les deux ensemble parce que je pense que quand on fait l'éducation psychologique, il y a des fois des choses qui vont perturber les familles, puis c'est important de pouvoir valider en même temps. Donc, pratico-pratique, moi, je le fais souvent en même temps. Puis quand on voit que ça bloque un peu au niveau de l'éducation psychologique, de revalider le sentiment ou l'inconfort qu'il y a. Donc, je vous ai donné les principes à gauche et puis les exemples pratiques à droite. Donc, bien sûr, on va accueillir la souffrance, le sentiment d'impuissance, les inquiétudes, qui sont souvent des choses très fréquentes qu'on a. On va vouloir répondre aux questions puis offrir des informations de base. Pour ces informations de base, je pense que dans les choses clés à garder en tête, c'est que il y a encore souvent des attentes des fois irréalistes au niveau du trouble d'usage. Donc, de le voir comme un problème aigu, puis notamment de la personne qui est hospitalisée, de se dire qu'une hospitalisation de 2 semaines, 3 semaines, un mois et demi va guérir ou régler le trouble d'usage, qui est souvent pas le cas en tant que tel. Puis, même si on le souhaite, on souhaiterait que ça fasse ça, c'est pas la réalité. Donc, c'est important de défaire un peu ce mythe-là. Puis, en même temps, comme il y a un aspect chronique, il ne faut pas non plus se décourager si en 6 semaines, la personne n'est pas guérie. Ça se peut que ça soit un processus plus long. Donc, de trouver un équilibre entre réalisme et susciter l'espoir, ce qu'en général, on fait très régulièrement avec les autres pathologies, que ce soit la maladie bipolaire, que ce soit la schizophrénie en tant que telle. Donc, c'est des habiletés qu'habituellement vous avez déjà tous et puis qu'il faut juste transposer là, au trouble d'usage. Ça aide d'ailleurs d'intégrer les informations de trouble d'usage et santé mentale, de faire certains parallèles quand il y en a, puis de voir comment les deux peuvent se- euh, être interreliés. Puis quand on va parler de l'impact de la consommation, c'est important aussi de ne pas nier la fonction pour le patient, pour éviter aussi que le patient se sente complètement invalidé. Donc, on ne va pas nier qu'il peut y avoir un impact négatif sur l'outcome du trouble d'usage, mais ça se peut que pour le patient, lui, ce qu'il ressent, c'est quand même que la seule chose qui soulage ses voix, c'est quand il prend son speed ou quand il prend son cannabis en tant que tel. Puis on ne veut pas essayer de dire que c'est pas vrai ce qu'il ressent là, parce que ça vient sinon invalider tout ce qu'on va dire là, par la suite. Euh, avec les rencontres familiales, ça peut être assez fréquent de se retrouver dans un camp. Donc, le cas classique, c'est la personne justement qui a un trouble psychotique, qui consomme. La famille arrive en disant, t'as juste arrêté de consommer, puis nous, on rajoute une couche avec, t'as juste arrêté de consommer. C'est ça qui fait que tu es hospitalisé à chaque fois. Puis, ça fait que le patient va se retrouver un peu dans son coin. Et au niveau dynamique, là, systémique, ça peut créer plusieurs problématiques de ce côté-là. Donc, en même temps qu'on fait l'éducation psychologique, on tient en compte le stade de changement, la motivation, les résistances du patient en tant que tel. Puis, il faut éviter de blâmer, accuser, que ce soit la famille, que ce soit le patient. En voulant des fois responsabiliser, on tombe de l'autre côté dans le blâme, les accusations en tant que tel. Un des gros aspects, puis là, peut-être plus même pour le profil patient qui a trouble de personnalité, trouble d'usage, euh, il y a l'idée que, surtout quand on a une famille qui serait très en mode, il faudrait que la personne soit en thérapie, mais elle ne veut pas, ou il faudrait qu'elle soit à l'hôpital, mais elle ne veut pas, de vouloir dire, c'est parce qu'il n'y a pas de dangerosité, c'est pour ça qu'on ne le met pas en garde en tant que tel. Ça vient invalider les inquiétudes de la famille qui sont quand même légitimes. Donc, on n'a pas les moyens légaux pour forcer la personne, mais statistiquement, c'est quand même vrai que les gens qui ont cette combinaison-là,
il combine des facteurs de risque, que ce soit de suicide, d'accident, etc. C'est important de ne pas nier ces facteurs de risque, puis de regarder ben, c'est quoi les options pour minimiser ces risques, cette dangerosité, puis c'est quoi les options là, possibles, sans aller vers il faut absolument que la personne soit enfermée à double tour. Puis ça aussi, c'est quelque chose qu'on est habitué de faire dès qu'on a des discussions familiales avec des gens qui ont des troubles de personnalité, qui font beaucoup d'acting out. On a souvent cet équilibre-là. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement transposer avec le trouble du singe. Les limites, donc souvent quand on parle aux familles, il va y avoir un petit volet sur c'est quoi les limites de la famille. Et ça peut être soit qu'il n'y en a aucune, soit des fois qu'il y en a, mais que finalement, quand la personne ne les respecte pas, ben, il n'y a absolument rien qui change. Et puis finalement, c'était pas si clair, c'était quoi les limites qu'il y avait. Ça vaut la peine de parler, c'est quoi les objectifs, de mettre des limites. Ça peut être l'objectif principal, c'est d'assurer sa sécurité. Mais après ça, ça permet aussi de rester empathique, d'éviter de s'épuiser comme proche. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent en clinique, là, le proche qui a tout donné, qui a payé des thérapies, etc. Puis à un moment donné, flop, il dit, là, j'ai tout fait, je peux plus. Puis là, il coupe complètement les ponts d'un autre côté. Donc, de mettre certaines limites, ben, ça permet d'essayer d'éviter là, ce type de situation. Après ça, dans le détail de c'est quoi les limites, c'est vrai qu'en général, je pense qu'il y a un volet où il faut accepter que c'est propre à chacun, puis que ce n'est pas nécessairement notre rôle de dire absolument telle limite, vous devez les avoir, sauf pour ce qui est de la sécurité en tant que telle. Donc, moi, je vais dire devant les patients là, que si, je veux dire, ils sont intoxiqués, puis sont menaçants, agressifs, on recommande là, qu'ils appellent la police, puis qu'ils vivra avec les conséquences. Puis souvent, j'aime bien le dire devant le patient, en disant à la famille qu'ils pourront mettre ça sur mon dos. Puis ça passe quand même assez bien là, habituellement. Puis de vendre un peu l'idée que les limites, ben, ça peut être un moyen de favoriser l'objectif que les proches, que la famille a, peu importe c'est quoi cet objectif. Donc, si on regarde un peu c'est quoi qu'ils veulent, ben, il y a souvent des liens qui peuvent être faits avec les limites. Puis ces limites ben, peuvent évoluer dans le temps, mais qu'elles méritent d'être clarifiées, verbalisées. Des fois, les gens le prennent pour acquis, mais ils ne l'ont pas vraiment dit aux patients. Donc, ça vaut la peine. Puis que ça peut être bidirectionnel. Donc, la famille et les proches peuvent avoir des limites, mais le patient aurait le droit d'avoir certaines limites aussi. Puis là, il peut y avoir une réflexion sur c'est quoi la conduite en cas de non-respect de ces limites. Donc, qu'est-ce que le proche, qu'est-ce que le patient, la personne qui consomme, ferait là, s'il n'y a pas le respect de ces limites. Euh, J'avais fait un petit melting pot pour trouver un équilibre entre implication, espoir, éviter le côté désespoir, qui s'inspire là, du craft. Donc, il y a soit des phrases qu'on va entendre du type il n'y a rien à faire tant que la personne ne touche pas le fond du baril, il faut se détacher, prendre soin de soi pour les proches. Ce qui ne sont pas des faussetés en tant que telles, mais qu'il y a beaucoup de familles qui ne seront pas capables de faire, puis qui vont rester accrochées. Puis, si on fait juste répéter, il faut que tu te détaches, tout ça, ben, ça donne un sentiment de désespoir parce que la personne n'est pas prête à se détacher. Puis en même temps, il dit, ben là, tout le monde me dit qu'il n'y a rien à faire, puis il faut que je le laisse se planter, mais je ne suis pas capable de le laisser se planter. Donc, si on pense au principe de craft que j'ai décrit tout à l'heure, ben, il y a le principe 1 qui est d'être capable de prendre soin de soi, de garder en tête ses limites pour être en mesure d'aider son proche. Puis après ça, de se dire, ben, des fois, il faut prendre un pas de recul pour réfléchir comment je fais pour travailler mieux, pas plus fort, donc pas m'épuiser en tant que tel. Puis que la consommation, ben, ce n'est pas la responsabilité de la famille, mais qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites. Puis là, on peut prendre à la pige certains des éléments comportementaux qu'on a mentionnés. Et aussi l'aspect du craft qui est sur la motivation, les fenêtres d'opportunité, pour éviter justement que la famille s'épuise à rabâcher le même message qui ne passe pas nécessairement. Les premiers aspects psychoéducation, validation, limite, moi, c'est quelque chose que je fais pas mal à chaque première rencontre familiale. Les autres éléments, c'est vraiment du cas par cas, selon c'est quoi les impasses, selon le temps qu'on a, selon le nombre de rencontres qu'il y a. Donc, dans certains cas, on va parler un peu là, de la base de la motivation au changement, surtout lorsqu'on est dans un setup où les proches ben, essayent systématiquement de convaincre avec plein d'arguments la personne, puis génèrent de la résistance, puis sont un peu dans le désespoir de il ne veut pas changer, fait que si je leur dis une 104e fois, ben, ils vont peut-être changer. Donc là, ça peut valoir la peine de parler un petit peu des éléments
la base là, sous-tendante là, de tout ce qui est entretien motivationnel, sans rentrer dans le détail de l'entretien en tant que tel, mais plus de la base. Euh, L'aspect d'éviter les renforcements involontaires du trouble d'usage, ça, c'est des fois aussi des choses que les gens réalisent, font tellement par réflexe qu'ils ne les réalisent plus. Et la portion conséquences naturelles des actions plutôt que punition, qui aussi est souvent assez gagnant. Les gens vont aller vers des punitions parce qu'ils veulent tellement que la personne change, qu'ils sont comme il va comprendre en tant que tel. Mais ce que ça fait comme dynamique, c'est souvent que ben, la personne qui a le trouble d'usage se met à trouver que c'est sa famille le problème pour ça. C'est un parallèle, on le vit souvent avec nos patients psychotiques, sous TAC pour des mesures légales ou qui ont de la dangerosité, puis ils ont consommé, ils ont fait des affaires épouvantables, ils se retrouvent à l'hôpital en garde. Quand tu leur demandes c'est quoi le problème, le problème c'est l'hôpital, c'est pas eux en tant que tel. Donc, il peut y avoir ce type de dynamique qui s'installe dans les familles en tant que telles. Puis souvent, ben, les réflexes, c'est on punit la consommation. Mais après ça, par en arrière, on diminue les conséquences, que ce soit financière, que ce soit par rapport à l'hébergement, etc. Pour ça. Puis le principe aussi avec une vision de trouble chronique qui va prendre un certain temps à se stabiliser, mais l'importance des petits pas, puis de les renforcer, plutôt que de se dire, ça fait un an qu'il a des soins, puis il n'a toujours pas arrêté de consommer, ça ne sert à rien, mais de regarder les petits pas qui sont faits, puis de les faire voir à la famille, de les faire voir aux proches. Pour les stratégies de communication, donc au niveau des objectifs, puis il y a des exemples de stratégies concrètes, il y a d'essayer de diminuer le renforcement des sentiments négatifs de la personne qui consomme. Ça aussi, c'est très naturel. Donc, la personne consomme, rechute, puis on a un réflexe de faire, bon, encore une fois, où il y a ci, où il y a ça, puis en voulant responsabiliser, de se mettre un peu à blâmer la personne. Puis, la rationnelle d'éviter de faire ça, c'est que souvent, les gens qui ont un trouble d'usage sévère, leur stratégie numéro un de la gestion des émotions négatives, c'est d'aller consommer. Donc, plus on cogne sur le clou de la personne, tout ça, plus la personne va s'auto-cogner sur la tête, trouver que c'est épouvantable, puis sa seule façon de gérer ça, c'est de retourner consommer. Donc, ça devient un peu contre-productif pour là. Puis ça, souvent, les familles le comprennent assez facilement, assez bien. C'est juste que c'est dur à mettre en application parce que c'est un aspect très réflexe en tant que tel. Puis encore une fois, ben, dans la communication, on va aussi essayer de verbaliser sur tout ce qui est le côté positif. Puis ça, c'est un rappel plus de mon cru, là, que des fois quand on parle du positif, il faut aussi rappeler quand même que ne faut pas renforcer le trouble d'usage non plus, là. Donc, on a le droit de ne pas renforcer les comportements qu'on veut éviter, mais on va renforcer tout petit pas ou tout petit aspect qui va dans la bonne direction, puis le verbaliser. Dans les stratégies concrètes qui peuvent être données, c'est jamais ultra gagnant d'essayer de mettre les cartes sur table avec la personne quand elle est intoxiquée pour là ou quand elle est en sevrage là, très aigu. Euh, des principes de base de communication, de peut-être plus exprimer par commençant les phrases par je plutôt que tu fais ci, tu fais ça. Tenter d'être empathique. Des choses aussi simples que de dire c'est mieux d'éviter dans la discussion de crier, puis de tenter d'être bref. Donc, c'est pas le temps de ressasser tout ce que la personne a mal fait dans sa vie, d'essayer de garder le message le plus concis, le plus clair possible. Dans les trucs astuces là, pendant les rencontres familiales, qui se rajoutent un peu à ce qu'on a déjà mentionné, je pense que c'est toujours bon de vérifier c'est quoi les attentes des proches. Des fois, il y a des attentes qui sont pas tout à fait réalistes. Puis, dans les attentes, ben, c'est quoi la responsabilité, les limites de chacun. Puis, dans cette discussion, il peut y avoir un aspect modeling qui est fait. Donc, un classique, c'est les proches ont beaucoup soutenu la personne qui consomme. Puis quand ils arrivent à l'hôpital devant nous, ils s'attendent à ce que l'hôpital fasse exactement ce qu'eux faisaient, compense pour absolument tout. Quand c'est ça les attentes, ben, on peut justement verbaliser c'est quoi nos limites, c'est quoi les limites du système. Et ça fait une forme un peu de modeling là, sur la mise de limites. On peut avoir la responsabilité du rôle de chacun, que ce n'est pas notre responsabilité à nous ni à celle des proches d'empêcher la personne de consommer. Donc, on peut le soutenir, mais il y a une partie qui est la responsabilité de la personne elle-même. Ça paraît le gros bon sens, mais souvent, ça fait du bien là, de le verbaliser en tant que tel. Un exemple là, par rapport à ça, ben, il y a l'exemple de l'hospitalisation. J'ai verbalisé un peu là, que ça ne guérit pas le trouble d'usage,
mais c'est pas non plus une punition en tant que telle. Par contre, ça peut être une conséquence naturelle si la personne consomme puis se met à avoir soit des conséquences physiques, mentales qui requièrent une hospitalisation. Puis, comme toute intervention, sans le vouloir, ben, des fois, ça peut être un moteur de changement. Puis des fois, ça peut être un maintien selon les circonstances. Et puis, ça, c'est quelque chose qui peut être aussi verbalisé et qui est assez simple à comprendre là, pour les proches, pour les familles. Pour ça. Puis, ça permet aussi de verbaliser aux familles cet exemple-là du dilemme entre protection, gestion de la dangerosité et qu'on ne veut pas que la personne lui arrive de choses de mal, puis en même temps la responsabilisation de la personne. Lorsqu'on est dans des impasses, ben, se rappeler que les stades de changement, ça s'applique aussi aux familles. Fait que des fois, on a on donne plein de conseils, de trucs aux familles qui semblent très bien les comprendre, mais qui les appliquent absolument pas. Mais ça se peut qu'ils ne soient pas tout à fait prêts à changer là, cette dynamique-là. Des fois, il y a des enjeux systémiques plus larges, puis ça vaut la peine de prendre un peu de recul puis d'essayer de regarder ça, de se questionner là, sur la fonction, le rôle de la personne qui consomme dans la famille. Est-ce que c'est finalement il y a un peu le patient désigné et puis que ça garde un certain équilibre dans la famille. Puis des fois, d'explorer ben, c'est quoi les valeurs, les peurs, les expériences passées de la famille. Moi, je me rappelle d'une maman à qui on parlait de différentes limites, puis elle a fini par nous expliquer que dans sa famille, son oncle avait un trouble d'usage, puis quand sa famille l'avait hébergé, puis quand ils l'ont mis dehors, quelques jours après, il a fait une surdose, puis il est décédé. Mais c'est sûr que c'est un peu plus difficile à ce moment-là de réfléchir à est-ce que je fais la même chose avec mon fils. Puis dans les défis, mais il y a les situations où on peut réfléchir est-ce que c'est dans le meilleur intérêt là, du patient là, d'impliquer sa famille. Donc, dans les cas de violence, comme on l'a mentionné, mais des fois, dans certains cas où les membres de la famille consomment aussi énormément, on peut se poser la question. Dans les cas de famille dysfonctionnelle où la famille souhaite prendre ses distances, donc juste d'avoir ces réflexions-là. On a les enjeux de confidentialité qui, des fois, viennent limiter. Puis, il y a aussi la réalité des enjeux de disponibilité de temps. D'où l'idée pour moi là, d'essayer de donner quelques trucs pratico-pratiques parce que c'est pas toujours réaliste de faire plusieurs rencontres avec la famille, dépendamment des circonstances. Je vous ai mis quelques ressources qui peuvent être pour les proches, donc Calanon, Smart Recovery, qui est plus en anglais, plus aux États-Unis, mais qui a le même principe un peu des 12 étapes, mais moins le volet spirituel, puis un peu plus d'inspiration TCC. Family of for Addiction Recovery, qui est canadien, mais plus anglais, qui ont plusieurs trucs, notamment là, sur les aspects de communication. Puis pour les parents aidants famille, il y a Arborescence en tant que tel. Puis la plupart des CRD vont avoir des groupes entourage. Puis j'ai mis vous et vos collègues, donc de ne pas oublier que votre propre bagage en tant que tel peut aussi être très utile et transposé là, dans ce que vous faites au niveau des troubles d'usage. Voilà, fait que je pense que j'ai à peu près respecté le temps pour qu'on ait du temps pour les questions. Parfait. Merci beaucoup, Dr. Dubreuil, pour cette présentation très pertinente et très intéressante. De mon côté, c'est sûr que ça a résonné beaucoup dans, je veux dire, ma pratique. Je suis pas sur les étages en psychiatrie en tant que telle. Par contre, c'est sûr, rencontrer des familles avec des troubles d'usage et un trouble psychiatrique, c'est sûr que ça résonne quand j'ai eu à remplacer. Euh, Puis je trouve, quand c'est le plus difficile, c'est surtout quand la famille, en fait, le patient trouve que sa famille est problématique, puis qu'objectivement, elle est quand même un peu beaucoup. Et là, c'est là où c'est difficile je trouve, de naviguer à travers tout ça. Parce que, bon, d'un côté, il ne faut pas tomber dans le clivage. De l'autre côté, c'est la famille du patient, donc éventuellement, il va retourner dans ce milieu-là. De votre côté, est-ce que vous avez des expériences avec ce genre de situation? Oui, bien, comme je mentionnais, hein, c'est justement dans les écueils possibles qu'ils mentionnent dans les différentes études où ça peut être pas évident parce qu'il y a des familles dysfonctionnelles là, qui Oui, existent. Je pense que l'avantage de rencontrer la famille, c'est au moins de le savoir. Tu sais, ça permet, parce que des fois, les patients nous décrivent des choses, puis finalement, on rencontre la famille, puis on ne voit pas tout à fait la même chose qu'eux. Puis des fois, on voit tout à fait la même chose c'est ça. qu'eux. Donc, ça aide, je pense, quand même dans cet aspect-là. Puis c'est de regarder après ça, selon les moyens, qu'est-ce qu'on a, c'est quoi les objectifs
principaux. Donc, tu sais, l'exemple à l'hôpital, on ne va pas changer la dynamique familiale complètement à une rencontre à l'hôpital. Donc, de réfléchir, si on le sait d'avance que ça va être ça, ben, c'est quoi un ou deux messages clés qu'on veut passer. Puis des fois, dans ces cas-là, ce qui va aider, c'est surtout si le patient est conscient, là, dans l'exemple que tu donnes, des enjeux, ben, c'est de peut-être parler d'avance avec le patient, de c'est quoi ses priorités, qu'est-ce qu'il y en est, comment est-ce qu'on veut faire ça. Donc, de, de faire un petit plan aussi de ce côté-là, de c'est quoi que lui qui trouve difficile, c'est quoi qu'il pense qui vont être les inquiétudes de sa famille qui est là. Ça ne règle pas tout. Il y a des Non. rencontres familiales qui restent difficiles, mais ça permet aussi d'éviter qu'on se retrouve dans une position où euh, là, on veut faire une intervention pour la famille, on ne sait pas trop comment ça va être pris par le patient, qu'est-ce qui est là. Puis ça permet d'être transparent. Puis ça fait une forme un peu de modeling aussi de comment lui peut se préparer quand il y a des réactions. Mais j'ai pas de solution. Mais c'est le principe de base, là, mais j'ai pas une baguette magique là, qui rend ces situations-là faciles là, pour faire tout ça. C'est c'est du cas par cas, en fait. Ouais. Chaque famille est différente, puis je trouvais que c'était assez intéressant aussi l'aspect parce que je dois admettre que j'y ai pas nécessairement pensé en termes de quand on dit aux familles que bon, le patient n'est pas assez dangereux pour le garder concentré, c'est un peu effectivement minimiser un peu. Ça, je ne l'avais pas vu de cette façon-là, effectivement. La caricature, c'est la famille qui se fait appeler par quelqu'un d'autre que le médecin, là, que ce soit l'infirmier ou tout ça, puis qui s'inquiète, puis que là, la Oui, réponse, c'est le médecin l'a évalué, il n'y a aucune dangerosité, puis là, c'est très invalidant. Donc, alors que c'est qu'il n'y a pas nécessairement un danger grave et immédiat, ou que c'est pas son état mental qui le met en danger, c'est peut-être plus le risque de consommation, mais il y a un risque associé à la consommation. je sais pas. Super. J'avais peut-être Ben l'impression oui, par une oui, question. Quand les usagers refusent les rencontres familiales, le plus souvent, on finit par en parler avec eux, puis ils finissent par accepter, moyennant certaines choses qui soient divulguées ou pas. Mais quand je regardais un peu les genres de recommandations ou les grandes lignes par rapport au CRAF, la façon dont c'est formulé, ça reste un peu des conseils d'usage qu'on donnerait à toute famille. Est-ce que c'est déjà arrivé que des patients soient très réticents à la rencontre, la famille est là, puis tu dis, bon, on va peut-être leur donner nos conseils d'usage habituels quand même? Mais là, c'est qu'on est un peu sur la ligne pour la confidentialité. Donc, c'est sûr que tu sais, si la personne, mais sa famille ne sait même pas qui est suivi, tout ça, là, on ne peut pas faire grand-chose. Tu sais, si la famille sait qu'il est hospitalisé, vient le voir, tout ça, euh, euh, moi, c'est déjà arrivé que je le dis souvent aux patients d'avance, de dire, ben, on va donner de l'information générale qui ressemble à ce que je pourrais présenter ici pour n'importe qui est là. Mais souvent, je le dis quand même aux patients, puis on explique ce qu'il y en est. Puis la plupart du temps, ils vont quand même accepter. Puis moi, je leur dis qu'à ce moment-là, on essaye de le faire tu sais, devant eux. Après ça, souvent, c'est que la famille, c'est pas nécessairement juste ça qu'ils veulent, là. Ils veulent de l'information plus spécifique. Ça reste quand même un enjeu là, dans certains cas. Puis je pense que c'est d'essayer de travailler sur le long terme. Là, il y a des patients que ça a pris un an avant qu'on puisse voir la famille, mais que ça a fini d'être fait. En, en moins de situations extrêmement particulières, les situations où je tords beaucoup plus le bras, c'est le patient, par exemple, qui retourne vivre chez ses parents, puis là, que tu vends un peu l'idée que dans le plan de congé, si tu retournes vivre chez eux, tu as le droit de vouloir pas les impliquer, mais c'est dur de pas les impliquer si tu retournes vivre chez eux, ce qui est différent s'il est en appartement chez lui tout seul. Là, docteur Costella, allez-y. Merci pour la présentation, là, vraiment très intéressante. Moi, j'ai une question peut-être un petit peu plus large là, au niveau, bon, comme le thème, c'est l'implication des familles. Euh, Notamment, quelle position là, on pourrait avoir au niveau de tout ce qui concerne les injonctions de soins. Ça dépend des pays, hein, mais qui sont, je dirais, le judiciaire. Là. Et puis aussi, bon, par rapport à la possibilité d'ordonnance de traitement, parce que je dirais qu'au niveau des psychiatres, même ici au Québec, il y a des positions très divergentes. Je pense qu'il y a des provinces qui ont commencé à en faire plus. Là, si je me rappelle bien, là, c'est la Colombie-Britannique. Là. Donc, quoi penser de tout ça, comment voir les choses, puis comment articuler ça avec les familles?
Fait que, je peux répondre du point de vue personnel, là, sans avoir fait trop, donc moins scientifique, là, plus expérientiel. Moi, c'est sûr que pour tout ce qui est autorisation de soins, de mettre la famille dans la boucle, de leur mettre au courant, puis d'être capable de verbaliser au juge si la famille, par exemple, s'oppose ou est contre, moi, je pense que c'est une bonne chose. Quand la famille est assez pour la démarche, personnellement, je suis plutôt réticent à ce qu'ils viennent témoigner ou qu'ils fassent des lettres ou tout ça, parce que on dirait que c'est comme moins dans leur rôle pour le patient que pour le médecin, là. Les patients ont tendance à plus pardonner aux docteurs de vouloir les traiter parce que c'est comme dans notre rôle qui est là, ce qui est pas nécessairement le rôle de leur famille. Puis que souvent on est capable d'avoir tu sais, les arguments pour convaincre le juge, puis prendre un peu le mauvais rôle qui fait ça. Donc, moi, je suis assez pour essayer d'impliquer les familles là-dessus, mais je sais qu'il y a d'autres régions, même au Québec, où c'est comme un peu dans le protocole là, de faire écrire tu sais, une lettre à la famille, tout ça. Moi, c'est bon, expérience un peu. Moi, je me rappelle d'un patient que j'ai eu justement là, pendant mon fellow, que la seule personne avec qui il avait des contacts, c'était sa sœur qui a fait tu sais, cette lettre-là. Puis à partir de ce moment-là, ça faisait 10 ans qu'il ne parlait plus, puis il y avait sa lettre qui relisait à tous les matins, comme quoi ça n'avait pas d'allure, puis tout ça. Donc, je vois moins l'avantage autre que nous aider, nous, là, à se sentir mieux, là, que la famille écrire noir sur blanc, qui sont en accord avec tout ce que le médecin fait. Par contre, de leur parler, d'avoir leur position, d'en discuter, je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est pas une opinion, mais qui vaut autant que la vôtre. Bon, Et peut-être de façon complémentaire, juste, c'est sûr que bon, quand il y a un trouble psychotique, les choses sont plus claires là, au niveau je dirais, de l'aptitude ou pas à consentir et tout ça. Mais si on parle juste d'un TLU, ah, qu'est-ce OK. qu'on peut Vous citer? parlez vous parlez Oui. de l'ADERTA, dans le fond. Donc, euh, euh, mais on va voir si ça passe, hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en Alberta, il y a un projet de loi là, qui est, je pense qu'ils ont appelé ça le Compassionate Act ou quelque chose comme ça, qui est dans le fond pour viser, selon certains critères qu'on ne sait pas encore là, dans la loi, que puisse y avoir une obligation là, de thérapie fermée, dans le fond, pour les proches, pas dès que tu as un trouble d'usage, mais avec certains critères, mais qui ne seraient pas basés nécessairement sur l'aptitude en tant que telle. On ne sait pas trop comment ça va se mettre en place, qu'est-ce qu'il y en est. C'est un peu controversé. C'est controversé. C'est aussi vu, ben, le suprême, c'est vu pour tous les troubles d'usage en soi. On sait qu'il y a certains troubles d'usage, notamment sur les opioïdes, que de forcer quelqu'un pendant un mois à arrêter, non seulement ça ne marche pas très bien, mais tu augmentes sa mortalité. Fait que est-ce qu'ils vont tout mettre dans un seul melting pot ou pas? Mais ça va être intéressant de voir. Bon, il y a je pense que c'est au Massachusetts qui ont fait ça aux États-Unis, puis là, il manque de place, puis les gens qui sont trop récalcitrants, finalement, il y en a qui envoient en prison parce que c'est la seule place qui sont pas les contenir. Donc, il y a plusieurs réflexions éthiques. Après ça, il y a aussi certains cas où, à l'inverse, tu sais, le patient il finit par faire quelque chose d'un peu plus grave. On arrive à le mettre en garde en établissement. Ça fait qu'il passe quelques semaines tu sais, sans consommer, puis que c'est un game changer. Fait qu'il y a, tu sais, il y a certaines personnes que ça semble aider, mais on n'a pas beaucoup tu sais, de critères ou qu'est-ce qu'il y en a. Puis il y a aussi, je pense, un potentiel un peu de nuire. Fait que c'est mené beaucoup par le politique plus que par la science. Fait que idéalement, s'ils vont de l'avant avec ce projet-là, est-ce qu'ils vont essayer d'avoir des chiffres comparables, de regarder c'est quoi leur outcome, qu'on puisse avoir un peu plus de données? Parce qu'en général, la littérature sur les soins forcés est un peu difficile. Mais oui, il va peut-être y avoir ça en Alberta. Merci. Docteur Bacala. Oui, bonjour pour votre présentation. Je me demande si vous pouvez élaborer un peu sur laisser la personne, en fait, vivre les conséquences de l'intoxication, puis par la suite renforcer plus l'abstinence. Euh, je travaille à l'interne, puis souvent on a des patients sous TAC, puis j'essaie d'avoir une approche de thérapie de contingence, on augmente les sorties. Souvent ces patients ont surtout une motivation extrinsèque de cesser de consommer, alors on fait des DDR.
puis des sorties si jamais les DDR sont négatifs, puis plus de liberté. Puis je sais que ça marche tant que toutes ces conditions sont mises en place. Et comment on peut transposer un peu ça à la famille j'ai récemment eu un patient qui suite, en fait, à la consommation, on l'a transféré aux soins intensifs. Alors, ça, c'était un peu la conséquence, vivre la conséquence de la consommation, puis de renforcer positivement l'abstinence. Mais après ça, on se retrouve dans des situations où est-ce que la famille est très mal à l'aise de vivre des conséquences, par exemple, mettre leur enfant à la porte, risquer l'overdose, le suicide, tout ça. Comment naviguer ça? Puis je me demande, est-ce qu'il y a de l'évidence de, d'avoir ce type d'approche, l'évidence scientifique que ça marche, qu'on peut vraiment comme dire à la famille, mais cette façon de faire fonctionne. Et est-ce que vous avez des exemples de succès de psychoéducation à la famille, que voilà l'approche à prioriser, puis comment naviguer ces situations très, très délicates? Alors, peut-être puis je l'ai peut-être mal expliqué quand on disait vivre les conséquences de l'intoxication. C'est sûr que ce qu'on veut éviter, c'est que la famille compense complètement. Mais si la personne est intoxiquée dans la rue en train de crier puis se promener avec des couteaux, ben, on va leur dire d'appeler la police, pour assurer la sécurité de la personne, mais pas nécessairement de eux tout faire pour compenser pendant ce cas-là. Donc, c'est pas de rien faire en cas d'intoxication, parce que l'intoxication aiguë peut mener à de la dangerosité. Si la personne est en train de faire un arrêt respiratoire, on va vouloir que la famille donne la naloxone en tant que telle. Donc, l'aspect sécuritaire reste là. Oui. Pour les principes que vous décrivez, euh, souvent, ce qui va aider, puis c'est les principes un peu de contingence, puis même dans les guidelines sur la schizophrénie de 2017, il y a un volet là, sur les substances, puis ils vont essayer de dire que les conséquences ou l'augmentation des privilèges ne devrait pas être juste sur est-ce que la personne a consommé ou pas, mais sur c'est quoi l'état de la personne, puis en lien avec les objectifs que la personne a. Donc, par exemple, quelqu'un qui sort à l'extérieur puis qui revient en état d'aller aux soins intensifs, ben, qui allait consommer ou que si finalement c'est parce que la stimulation aurait augmenté ses symptômes de manie, ben, la conséquence va être un peu la même avec son état en tant que tel. Donc, c'est souvent ça qui va être dit. Les patients sous TAC, la grosse différence, c'est qu'il y a certaines règles légales en tant que telles. Donc, ce que vous décrivez peut faire des fois plus de sens pour le patient qui est sous TAC, qui est en détention, que la dangerosité était très associée à la consommation, ben, oui, des fois à ce moment-là, de faire ce que vous mentionnez, d'avoir des DDR, puis que c'est ça la condition, mais il y a le contexte légal, ce qui est un peu différent s'il n'y a pas le contexte légal en tant que tel. Pour la psychoéducation magique à la famille, je vais être décevant, là, mais il y en a pas. Là. Il n'y a pas un what size fits all. Surtout avec ce que vous mentionnez, je pense qu'il faut respecter le côté justement stade de changement de la famille. Puis justement, le fait que vous dites, c'est vrai qu'il y a des conséquences, qu'il y a des risques. Ça se peut que si on enlève la bouée de sauvetage, mais qu'il y ait une surdose, puis que la famille s'en veuille parce que s'il avait dormi à côté de lui tout le temps, il aurait été capable de faire quelque chose. Donc, faut parler de ces principes-là, mais moi, je respecte quand même la vitesse à laquelle la famille change ou change pas pour là. Puis c'est souvent ce qui va aider, c'est de parler des grands principes, de regarder c'est quoi leur objectif, puis de les aider, de les soutenir dans leur réflexion à eux là-dessus, plutôt que d'essayer de leur dire il y a un one size fits all. Peut-être le lien qui pourrait être fait, c'est si vous, dans un plan qui est fait à l'hôpital, il y a quelque chose qui marche très bien, que le patient trouve que ça marche bien aussi, mais là, il y a peut-être quelque chose qui peut être présenté à la famille conjointement avec le patient sur ce qui m'aide, ce qui fonctionne, c'est ça, c'est ce type d'approche-là, puis de réfléchir avec le patient et sa famille à comment ça peut être transposé pour l'homme. Je pense que ça la dernière question. Puis il est déjà 1 heure, donc encore une fois, un gros, gros merci. On a le docteur Jean-Claude Bertrand. Merci, très stimulant. Un petit jeu de mots, ouais. Donc, merci beaucoup, encore une fois, puis bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Bye bye, bonne journée.